Entrez. Bonjour, Monsieur Bienvenue, le Président du ça va? Conseil constitutionnel, très bien, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Asseyez-vous. Vous êtes un homme d'État particulièrement expérimenté, que ce soit au poste de ministre, que ce soit au poste de président de l'Assemblée nationale ou encore au poste de président du Conseil constitutionnel, également au poste de Premier ministre. Vous avez toujours et beaucoup travaillé au développement des relations franco-chinoises. Je vous remercie tout d'abord de nous recevoir ici, dans votre bureau au Conseil constitutionnel, pour parler des relations franco-chinoises. Le 27 janvier 1964, il y a 60 ans, la reconnaissance diplomatique a été établie entre Paris et Pékin par le général de Gaulle. Vous avez qualifié cette décision d'audacieuse. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et nous rappeler le contexte dans lequel ces relations ont été établies il y a 60 ans? D'abord, je suis ravi de vous accueillir. Oui, c'était donc en 1964. Alors à l'époque, moi j'étais tout jeune, mais après j'ai réfléchi à ce qui s'était passé en 1964. Et c'est vrai que la décision du général de Gaulle, s'agissant de la France, qui a été le premier pays des puissances d'Occident à reconnaître la Chine, cette décision était effectivement très audacieuse. Pourquoi ? D'abord, la Chine n'avait pas la même importance dans les affaires du monde qu'aujourd'hui. D'autre part, appelons les choses telles qu'elles sont. La Chine de l'époque était considérée par beaucoup comme la traduction d'un régime qui était tout à fait discuté. Mais le général de Gaulle, grand héros français, notamment parce que c'est lui qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a organisé la résistance française. Donc le général de Gaulle, qui ensuite est devenu président de la République, avait une vision plus large. Et quand on regarde ses mémoires, les discours qu'il a prononcés, on s'aperçoit qu'il avait une vision prospective de ce que serait le monde, et en particulier de la puissance de la Chine. Donc il ne s'est pas aligné sur d'autres. Il a dit, je pense que dans le monde de demain, qui doit être un monde multilatéral, équilibré, où l'indépendance et la coopération sont très importantes, c'est du devoir de la France, grande puissance, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, de reconnaître la Chine. Et ça a été un coup de tonnerre, qui a ensuite entraîné beaucoup d'autres pays d'Occident à constater l'évidence et à dire oui, bien évidemment, il faut avoir des relations diplomatiques avec la Chine. Mais à l'époque, c'était audacieux, anticipateur, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, depuis 60 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, l'amitié franco-chinoise, la coopération franco-chinoise s'est poursuivie. Le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France s'inscrit dans un contexte géopolitique instable, plutôt instable, avec notamment des guerres, des confrontations et des tensions partout dans le monde. Quel est l'état actuel de la coopération, Monsieur Fabius, entre la France et la Chine sur le plan diplomatique, économique, culturel ? Alors vous avez raison de souligner que la situation internationale, pour employer des termes diplomatiques, est tendue. C'est vrai que nous sommes revenus à l'époque où il y a des guerres, y compris en Europe, l'invasion de la Russie en Ukraine. Et puis il y a beaucoup d'autres points dans le monde où il y a des tensions. Mais pas simplement des tensions qui débouchent sur des affrontements militaires, mais aussi des tensions économiques, des tensions culturelles, même des tensions diplomatiques. Bon. Et dans ce contexte, il est particulièrement important que la Chine et la France conservent et même développent leurs relations. Nos systèmes ne sont pas les mêmes, on le sait bien. Mais j'oserais un paradoxe. Si nous étions exactement semblables, notre coopération serait sans doute utile, mais après tout, ce serait coopérer entre deux jumeaux. Nous ne sommes pas des jumeaux. Nous avons des civilisations différentes. Nous avons des tailles différentes de population et de territoire. Nous n'avons pas le même niveau encore de développement économique dans tous les domaines. Mais nous avons aussi des points communs. Nous sommes tous les deux, Chine et France, des puissances nucléaires. Nous sommes tous les deux, Chine et France,
et il n'y en a que 5 pays dans le monde dans ce cas, membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons une tradition culturelle très importante, nous avons de hautes technologies. Et donc, à partir de ces différences et de cette amitié, nous sommes capables, pensons-nous, d'entraîner les autres dans des solutions de paix et de coopération. Parce que nous croyons tous les deux, que ce soit la Chine ou la France, à une notion clé qui est celle d'indépendance. Indépendance. Et en même temps à la coopération. Et donc, c'est ça. Alors, ça a des traductions différentes. Bon, les échanges, qui ont été interrompus au moment de la Covid, ça c'est sûr, mais qui reprennent, et ça c'est une bonne chose. Des échanges humains, des échanges économiques, qui sont importants, même s'ils sont déficitaires du point de vue français. Ne jamais oublier tout de même que le commerce entre la Chine et la France, la balance commerciale, comme on dit, est très déficitaire. Et donc là, il y a des efforts à faire. Mais sur le plan culturel, sur le plan technologique, sur le plan commercial, sur le plan touristique, nous avons beaucoup d'échanges et nous pouvons ensemble essayer d'amener ce monde qui est très troublé vers plus de sagesse, de coopération et de paix. Voilà, à grandes enjambées, quelle est la situation. Encore une fois, c'est parce que nous sommes différents, mais que nous avons décidé de travailler ensemble et d'être amis, que notre coopération est particulièrement importante. Vous avez toujours estimé que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la France a toujours considéré la Chine comme un partenaire incontournable dans la résolution des défis mondiaux et des crises internationales. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples où cela a été le cas ? Oui, mais je vous citerai 2 exemples auxquels, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai travaillé. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais je citerai ces 2 exemples. D'une part, nous avons travaillé ensemble pour obtenir un accord sur la question du nucléaire iranien. C'était une affaire très difficile et nous étions quelques puissances nucléaires, plus l'Union européenne, plus l'Allemagne, à vouloir obtenir un accord sur le nucléaire iranien. Et donc nous nous sommes réunis pendant beaucoup de séances. Et à l'époque, mon homologue était le ministre Wang Yi, qui est toujours le ministre des Affaires étrangères. Et nous avons travaillé et nous avons obtenu un accord qui était très important parce qu'il permettait d'obtenir que, appelons un chat, l'Iran n'ait pas la bombe atomique. Bon, nous-mêmes, la Chine, la France, nous avons des armes atomiques. Mais nous considérons que s'il y a une prolifération nucléaire, c'est très dangereux. Et donc, nous avons travaillé ensemble et nous avons obtenu un accord. Malheureusement, très malheureusement, vous vous rappelez peut-être que le président Trump, ensuite, est arrivé au pouvoir aux États-Unis à l'époque et qu'il a cassé cet accord, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation beaucoup plus difficile puisque, comme il n'y a plus d'accord, du coup, l'Iran a augmenté les risques. Et voilà. Donc là, nous avons travaillé ensemble pour obtenir une solution qui, malheureusement, ensuite a été détruite. Autre exemple qui, lui, heureusement, n'a pas été détruit, nous y reviendrons peut-être, c'est exemple que j'ai connu de très près, puisque c'est moi qui l'ai conduit, l'obtention de l'accord de Paris, qui est le grand accord fondateur sur la lutte contre le changement climatique. C'était en 2015. Et nous avons travaillé très étroitement, nous, Français, moi-même j'étais président de cette conférence internationale, avec la Chine, avec les États-Unis, avec beaucoup d'autres. Mais je dis toujours que nous ne serions pas arrivés aux résultats remarquables que nous avons obtenus, puisque aujourd'hui, l'accord de Paris, signé par quasiment tous les pays du monde, est la base même de la lutte contre le changement climatique, qui est un grand défi du futur. Nous ne serions pas arrivés à ces résultats s'il n'y avait pas eu un excellent travail en commun avec les amis chinois et notamment avec mon collègue de l'époque qui depuis, pour des raisons de santé, a pris un peu de recul, qui est le ministre Xie. Et vraiment, nous avons travaillé la main dans la main et obtenu un accord. Donc voilà 2 exemples, mais qui ne sont pas de petits exemples. Le nucléaire, où nous avons travaillé ensemble, a malheureusement détruit ensuite par
président américain de l'époque, et la question de la lutte contre le changement climatique, où notre accord, pas seulement la Chine et la France, mais notamment la Chine et la France, a permis ce qui est la base même de la lutte contre un des grands défis du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est un enjeu important, nous allons y revenir un peu plus tard. Au cours des dernières années, la Chine a exercé un rôle de plus en plus actif dans les affaires internationales et régionales aussi. Les observateurs internationaux, je cite, considèrent qu'on assiste à la montée en puissance pacifique de la Chine. D'autres parlent avec inquiétude d'une menace chinoise. Qu'en pensez-vous, Monsieur Fabius ? Oui, ce débat existe et il ne faut pas le cacher. Et lorsque vous entendez les commentaires des uns et des autres à travers le monde, il existe au moins ces deux courants de pensée. Moi, je pense que les choses ne sont pas figées. Des tensions existent, certes, pas entre la France et la Chine, mais entre la Chine et d'autres puissances. Mais je crois que tout l'effort de nos deux pays, et en particulier de nos deux diplomaties, doit être de résoudre pacifiquement ces conflits potentiels. Rien n'est écrit. Historiquement, quand vous regardez la tradition historique de la Chine, c'est un pays pacifique. Bon. Maintenant, d'autres disent, oui, mais d'accord, mais la Chine d'aujourd'hui est une telle puissance, et demain, qu'il peut y avoir des risques. Moi, je suis résolument un homme de paix, lucide. Et donc, s'il y a des menaces, s'il y a des risques de conflit, il faut s'en parler de manière très très claire. Mais je pense que rien n'est écrit et que donc c'est la tâche des hommes d'État et des femmes d'État dans le monde d'arriver à résoudre pacifiquement les conflits. La France et la Chine sont deux pays, on le rappelle, qui jouent un rôle très important dans les affaires internationales. Quels sont aujourd'hui les enjeux stratégiques et les défis auxquels elles sont confrontées pour se développer ? Il y a beaucoup de défis qui sont en grande partie communs. Et puis peut-être aussi certains défis qui sont différents compte tenu des zones géographiques différentes. Mais parmi les défis communs, il y a arrivé avoir un développement économique, on a besoin du développement économique, mais qui soit durable. Alors que le développement que nous avons pratiqué depuis pas mal d'années a permis d'augmenter la croissance, mais en même temps a eu des conséquences lourdes, par exemple sur le climat dont je vous parlais. Il y a l'apparition de nouvelles technologies, qui à la fois est une très bonne chose, parce que ça permet des progrès. On parle de l'intelligence artificielle, ou des progrès dans le domaine des biosciences, mais qui peut aussi présenter des risques, parce que, comme le disait un grand penseur, la sagesse progresse moins vite que la technologie, donc il y a des risques. Il y a aussi, ensemble, à essayer d'élever le niveau de développement de toute une série de pays dans le monde. Quand vous regardez la situation de certains pays d'Afrique, il y a encore beaucoup de pauvreté. Nous devons essayer de... Or, la pauvreté, en général, débouche sur des conflits. Donc, qu'il s'agisse de faire face à ces nouvelles technologies, qu'il s'agisse de pratiquer un développement économique durable, qu'il s'agisse d'aider au développement pacifique des différentes populations, ça, c'est les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Et il faut que nous puissions les aborder ensemble. Les échanges commerciaux, on y revient tout à l'heure, vous parliez de déficit commercial, entre la Chine et la France, entre la Chine et l'Union européenne, ont parfois donné lieu à des tensions, comme par exemple les voitures électriques chinoises. Comment harmoniser, si je puis dire, l'économie chinoise et l'économie européenne, française ? Alors c'est vrai, quand on regarde les chiffres, vous parlez des échanges commerciaux entre la France et la Chine, qu'il y a un déficit important au détriment de la France. Alors il faut essayer de réfléchir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour le combler. Et vous prenez l'exemple, par exemple, des voitures électriques. Moi, je suis pour un commerce équilibré. Donc, quand il y a des déséquilibres, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire et essayer de pratiquer. Dans le domaine des voitures électriques, la Chine a eu l'intelligence de penser que les voitures thermiques
qui constitue pour le moment l'essentiel des voitures en Europe, allait, compte tenu de la lutte contre le changement climatique, être peu à peu remplacée par les voitures électriques. Et la Chine a très très vite engagé un développement impressionnant dans ce domaine. De même que la Chine exerce un leadership dans le domaine, par exemple, de l'énergie solaire. Bon. Alors on peut se dire, bravo, ça prouve que l'anticipation a été positive. Oui, simplement, il faut faire attention à ne pas aller vers des déséquilibres qui fassent qu'il y ait une révolte des populations d'Europe ou d'ailleurs. Et puis, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que les conditions de production sont parfois différentes. Prenons l'exemple de l'environnement ou des salaires. Le niveau des salaires en Europe, heureusement pour les salariés, est souvent assez élevé. En Chine, il y a une progression, mais ça n'est pas tout à fait au même niveau. En matière d'environnement, dont je vous parlais il y a un instant, les exigences pour respecter l'environnement ne sont pas toujours les mêmes entre les pays. Donc, je réponds à votre question, il faut essayer de mieux équilibrer les choses, à la fois en faisant en sorte que chaque pays innove, permette son développement, mais en même temps qu'on équilibre les conditions du développement. Alors, il y a des organismes qui sont chargés de ça, notamment le fameux OMC ou d'autres encore. Mais disons qu'il y a encore beaucoup de travail. Donc, mais le problème existe aussi, il n'existe pas simplement avec la Chine, il peut exister aussi, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis ont récemment adopté une loi pour encourager toutes les énergies nouvelles. On appelle Inflation Reduction Act. Bon, qui a comme conséquence que si on implante une usine aux États-Unis, on est beaucoup plus aidé financièrement que si on l'implante en Europe. Oui, mais évidemment, si toutes les usines d'Europe vont aux États-Unis, vous voyez le problème que ça pose pour la population. Or, la tâche d'un gouvernement, c'est d'aider à la satisfaction de la population. Donc tout ceci milite, que ce soit avec la Chine ou avec d'autres pays, à ce qu'il y ait un commerce plus équilibré, à ce qu'il y ait un travail sur les conditions de concurrence, et là encore, on retrouve la nécessité du multilatéralisme. Une partie de l'opinion publique française considère la forte compétitivité des entreprises chinoises comme une menace pour l'industrie locale. Certains Français imputent même le chômage et la faillite de certaines entreprises françaises à la concurrence, je cite, déloyale des entreprises chinoises. Qu'en pensez-vous, Monsieur Fabius ? Il faut à la fois encourager le progrès technique, bien sûr, qui permet l'allègement de la charge humaine, mais en même temps essayer d'égaliser les conditions de concurrence, parce que sinon vous avez des réactions négatives qui peuvent exister. Donc là encore, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer d'harmoniser les conditions de production, de négocier, de regarder là où il y a des différences qui sont légitimes, là où il y a des différences qui ne sont pas légitimes. Voilà, c'est la tâche des grandes organisations internationales, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler, parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver ? Prenons l'exemple Europe-Chine. L'Europe va se retourner vers elle-même, va se recroqueviller. Et évidemment, ce sera au détriment de l'Europe, mais aussi au détriment de la Chine. Parce que s'il n'y a plus de débouchés suffisants de la part de la Chine vers l'Europe, ce sera au détriment des travailleurs chinois. Donc là encore, le mot d'ordre, qui n'est pas facile, bien sûr, à mettre en pratique, c'est équilibrer. Équilibrer, et aussi vous avez parlé d'innovation. Oui, il ne faut pas que l'équilibre soit un équilibre passéiste, parce qu'on a besoin de l'innovation. Mais en même temps, et ça c'est un point qui est très important en Europe, notamment en France, il faut que ces innovations ne se fassent pas au détriment de la situation sociale des populations, parce que sinon il y a une réaction de refus. Et donc ça c'est toute la difficulté de la tâche des gouvernants, que ce soit les gouvernants chinois, les gouvernants européens ou les gouvernants d'autres pays.
Avec votre riche expérience en tant qu'homme d'État, quels sont selon vous, je pense que vous y avez aussi répondu tout à l'heure, au fur et à mesure des questions, quels sont selon vous les points que la France et la Chine doivent prioriser pour un développement sain et stable de leurs relations? On est au moment du 60e anniversaire et donc on doit se poser des questions et essayer d'y répondre. Quels sont les terrains sur lesquels il faut renforcer notre coopération? Il y en a beaucoup. Sur le plan économique, alors il y a toute une série de secteurs où on travaille ensemble, mais on pourrait travailler davantage ensemble. Je pense à l'aéronautique, je pense au nucléaire, je pense... là, il y a déjà un travail qui est fait dans le domaine des biens de consommation. Bon, il y a cet aspect directement commercial et industriel. Il y a l'aspect touristique. Bon, il y a beaucoup de Français qui veulent aller en Chine et beaucoup de Chinois qui veulent aller en France. Bon, ça a été interrompu au moment de la Covid, mais ça doit reprendre et ça commence à reprendre. Il y a les échanges intellectuels, artistiques, culturels, scolaires. Bon, la meilleure manière de connaître un pays, c'est d'y aller et d'échanger. Alors, il y a pas mal de choses qui se font, mais ça pourrait être augmenté. Là, nous allons avoir les Jeux Olympiques dans quelques mois. Ce sera une occasion, j'imagine, pour pas mal de Chinois de venir en France. Mais il y a aussi beaucoup de Français qui veulent aller en Chine. Donc, il y a tous ces aspects-là, que ce soit sur le plan commercial, technologique, échange culturel, échange scolaire, échange artistique, tourisme. Bon, le champ est infini. D'ailleurs, cette année, bien sûr, en plus du 60e anniversaire des relations diplomatiques, 2024 marque également l'année sino-française, franco-chinoise du tourisme culturel. Et à cette occasion, la France sera mise à l'honneur en Chine et inversement. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup d'échanges humains à cette occasion? J'espère. On m'a parlé effectivement très concrètement de ces échanges culturels. L'autre jour, j'avais l'occasion de rencontrer la directrice du musée Guimet, où je sais qu'il va y avoir de grandes choses qui vont être faites. Il y a aussi des choses qui sont faites en Chine. Ça, c'est très très bien, parce que rien ne remplace le contact humain. Les Chinois peuvent avoir une certaine idée de la France, mais il faut la confronter avec la réalité. Les Français peuvent avoir une certaine idée de la Chine. Il y a beaucoup de Chine, plusieurs Chines en Chine. Bon, mais si on a la possibilité de ces échanges, c'est vraiment la meilleure solution. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi encourager. Parmi les nombreux succès de votre carrière, tout à l'heure, vous avez aussi évoqué, on peut citer la COP 21 en 2015, la préparation de l'événement, l'organisation et votre méthode de négociation ont été saluées par les observateurs du monde entier. Vous avez fait beaucoup de rencontres informelles et pédagogiques pour tous les pays, pour arriver justement à la signature, à des accords avec toutes les parties. Vous vous êtes vous-même occupé avec le négociateur chinois du texte qui a été signé entre la France et la Chine. Parlez-nous justement de cette coopération, de ces échanges que vous avez eus avec le négociateur chinois. Et 9 ans après, quelle est la situation? Alors, d'abord, sur mes échanges avec l'équipe chinoise, et notamment le négociateur en chef, mon ami le ministre Xie, nous nous connaissions déjà un peu. Lui-même avait plus d'expérience que moi dans ce domaine. Mais lorsque j'ai été choisi comme futur président de la COP 21, nous avons évidemment eu des rencontres et très vite un courant de sympathie est né. Et compte tenu de l'importance de la Chine, importance à la fois dans son rayonnement mondial, mais importance aussi parce que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Bon. Donc on ne peut pas aboutir à un accord qui soit fructueux si on n'embarque pas dans cet accord les pays qui sont les plus directement concernés, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Inde et d'autres. Bon. Et donc nous avons travaillé ensemble, nous avons appris à nous connaître, nous sommes devenus amis même. Et donc nous avons mis au point, avec d'autres, ce qu'a été l'accord de Paris, qui est maintenant la base même d'un accord international de toutes les négociations qui ont succédé. Tout ce qu'on appelle les COP sont toutes des filles de l'accord de Paris. Bon. Et donc, où en est-on aujourd'hui? Alors il y a un paradoxe.
d'un côté, cet accord qui fixe, ce sont des choses qui parlent à la population, pas une augmentation de plus de 1,5 degré, le fameux 1,5 degré par rapport à la situation antérieure. Chaque pays doit, tous les 5 ans, fournir ses engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique, les précisions financières, entrer dans le détail, renoncer aux énergies fossiles pour faire la place peu à peu aux énergies nouvelles, le solaire, le nucléaire, l'éolien, etc. Tout ça est dans l'accord de Paris. Et sans l'accord de Paris, nous aurions été dans une situation effrayante. Mais, car il y a un grand mais, les pays du monde n'en ont pas fait assez. Et si l'accord de Paris n'avait pas existé, nous serions dans une situation bien pire. Mais même avec l'accord de Paris, nous ne sommes pas encore dans la trajectoire nécessaire pour sauver la planète. Et donc, maintenant, il faut que toutes les décisions qui sont les filles ou les fils de l'accord de Paris respectent cet accord, ce qui n'est pas facile, parce que les entreprises, parfois, font quelques difficultés. Les moyens financiers ne sont pas suffisamment au rendez-vous. Les gouvernements eux-mêmes, parfois, hésitent, parce que c'est difficile d'expliquer à la population qu'elle était habituée à telle ou telle source d'énergie, qu'il faut modifier la source d'énergie. Donc, vous me demandez où en est-on. Premièrement, l'accord de Paris a été une avancée extraordinaire, mais deuxièmement, malgré cet accord, nous ne sommes pas encore au point, quand je dis nous, c'est le monde entier, au point où nous devions être. Et donc, ce sont les conférences de parties chaque année qui doivent nous rapprocher de l'objectif. Vous avez à l'esprit la COP qui a eu lieu à la fin de l'année, qui a eu lieu aux Émirats arabes unis, à Dubaï. La prochaine COP, cette année, aura lieu en Azerbaïdjan, et la COP suivante au Brésil. Et personnellement, j'ai beaucoup d'espérance en ce qui concerne la COP 30 au Brésil, parce que le Brésil est un pays avec une grande influence. Le président Lula lui-même est très engagé dans ces démarches. Mais nous sommes encore loin du compte, et donc il y a des efforts à faire, tout simplement pour préserver l'humanité. La planète, elle continuera d'exister, mais si elle est invivable, si les températures montent à 40, 50 degrés et plus, si il y a des inondations partout, des submersions, ce qui se passe, c'est de plus en plus, la population le comprend bien, à ce moment-là, la planète existera, mais elle ne sera pas vivable. Et donc, je le répète, la COP de Paris a été extrêmement importante, grâce notamment à l'apport de nos amis chinois, mais nous sommes encore loin du compte, et donc il faut l'effort de tous, y compris de la Chine. Il reste encore beaucoup à faire, vous l'avez expliqué, mais vous avez réussi à orchestrer une réelle prise de conscience mondiale au sujet du réchauffement climatique. Et c'est un point clé qu'on peut retenir de votre carrière. Vous avez voyagé à de nombreuses reprises en Chine, que ce soit pour le cadre professionnel, si je puis dire, ou que ce soit personnel. Vous avez un lien fort, personnel avec la Chine. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quand remonte votre histoire personnelle avec la Chine ? Oh, ça remonte à très loin. Et vous avez raison de dire que c'est à la fois professionnel et personnel. Je ne sais plus combien de fois je suis allé en Chine, mais peut-être une vingtaine de fois. De temps en temps, et même souvent à titre professionnel, dans différentes fonctions, et parfois à titre personnel, comme un simple touriste, si je puis dire. Et j'ai vu, du coup, évidemment, les changements extraordinaires. La montée du niveau de vie je ne me rappelle plus exactement la première fois que je suis allé en Chine, mais il y avait encore énormément de pauvreté. Au fur et à mesure, les choses se sont beaucoup améliorées pour la situation des plus pauvres. Et puis, ce qui m'a toujours frappé, c'est la diversité des régions. Je suis venu souvent en Chine, mais je ne peux pas dire que je connaisse parfaitement la Chine, parce qu'on ne la connaît jamais assez. J'ai vu aussi l'évolution, alors avec de bons côtés, souvent des côtés un petit peu plus discutables. Par exemple, j'aimais beaucoup un certain nombre de constructions anciennes qui existaient. Et puis, petit à petit, beaucoup d'entre elles
ont été démolis. Alors, ensuite, on a voulu parfois les réhabiliter, mais si on a démoli, on a démoli. Et puis, j'ai vu aussi les progrès technologiques. Donc, disons que même si on ne connaît jamais complètement la Chine, je la connais quand même mieux maintenant. Est-ce qu'il y a une région ou une ville à laquelle vous êtes particulièrement attaché? Écoutez, c'est la diversité qui me plaît. Je me rappelle avoir en particulier une année, je ne me rappelle plus si c'était dans le cadre professionnel ou personnel, voyager dans des régions où on produit du thé. Et c'était absolument magnifique. Et puis, bon, comme beaucoup de gens, je suis allé à Xi'an, j'aime Pékin, Shanghai aussi, avec son activité extraordinaire. J'ai de bons souvenirs forts de Shanghai. Vous avez un lien fort aussi avec Tianjin. Alors, avec Tianjin, oui. Tianjin est donc le port de Pékin. Et je suis devenu professeur. Enfin, plusieurs fois, j'ai enseigné à Tianjin, qui est une université de grande qualité, où a été étudiant notamment Zhou Enlai. Bon. Et je suis même devenu docteur honoris causa, comme on dit, de Tianjin. Et j'ai vu les développements de l'université, j'ai gardé des liens proches avec ses responsables et j'y retourne toujours avec plaisir. Vous savez, il y avait un grand penseur socialiste français qui vivait au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, qui s'appelait Jean Jaurès. Jean Jaurès. C'était vraiment un très grand homme qui malheureusement a été assassiné juste avant la guerre de 1914. Et Jaurès, dans un de ses discours, essaye de définir qu'est-ce que c'est que le courage. Et il a une formule qui dit le courage, et chaque homme, chaque femme doit faire preuve de courage, le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Une très belle formule, hein, quand vous me demandez qu'est-ce que c'est le pragmatisme, est-ce que les Chinois, aller à l'idéal et comprendre le réel. À méditer sur cette citation. À méditer. Monsieur Fabius, vous avez rencontré à de nombreuses reprises le président chinois Xi Jinping, avec toutes les fonctions que vous avez occupées au sein du gouvernement. Vous avez eu des échanges. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les dossiers que vous avez traités avec lui directement, dont vous avez discuté, et quelles impressions ces entretiens, ces échanges avec le président vous ont laissé, et le président chinois lui-même? Oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à plusieurs reprises et de discuter avec lui, que ce soit d'ailleurs en Chine ou en France, parce que il est venu en France et j'étais chargé, à l'époque j'étais, ministre des Affaires étrangères, de l'accueillir, et notamment à Lyon, et puis ensuite à Paris. Et dans d'autres circonstances, j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui. Alors, bon, ce serait très arrogant de ma part de porter un jugement, d'autant que, au fur et à mesure, il y a eu des évolutions dans le régime chinois lui-même. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est à la fois l'approche directe des sujets, on peut parler comme ça directement, et le fait qu'il était parfaitement au courant des sujets, même les plus techniques, qui ont été soulevés. Alors, je ne veux pas porter de jugement sur tel ou tel aspect de la politique, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Mais cette capacité de parler directement avec des premières personnalités du monde, c'est quelque chose de très précieux. Merci, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, pour cet entretien très riche. Merci à vous.